Oh mon Christian Ronald, quelle Coupe du Monde terrible pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un de tes irréductibles fans qui te parle, mais surtout un de tes plus grands défenseurs. Tes bouderies en sortant du terrain, je les ai mis sur le compte d'un égo de champion. Bah ouais, ça réagit forcément comme ça un champion, non? Tes photos en slip, j'ai pardonné. Ton sou, je l'ai adopté. Je me suis même mis à détester par moments ce joueur délicieux qu'est le nabo argentin. Bah ouais, c'est toi le GOAT et personne d'autre. Ah, mon Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que j'ai pas fait pour continuer à t'imaginer parfait en tout point. Faut le dire en même temps. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes exploits, décrié constamment, mais toujours à la hauteur des événements. Le clutch par excellence, l'homme qui répond sur le terrain, plus qu'un joueur, un athlète, un modèle et un leader pour son équipe. Et tiens, parlons-en de ce côté leader. J'ai toujours en mémoire cette finale de l'Euro où tu te fais percuter par un joueur quasiment aussi fort que toi, le fameux Dimitri Payet, et que tu sors du terrain blessé pour ton grand moment. Je m'attendais à ne plus entendre parler de toi le temps de ce match, limité dans tes mouvements que tu l'étais, et pour le coup, j'étais bien content de ça. Et quelle fut ma surprise quand tu as littéralement pris la place du coach pour haranguer tes coéquipiers et les porter par la voix pour amener ce premier trophée pour le Portugal. Mais les choses ont bien changé depuis. Les années ont passé, de l'eau vitaminée a coulé sous tes ponts, la Juve, puis le retour du fils prodigue à Manchester United, et là débute la dégringolade. Tu bougonnes à chaque sortie, ton entente avec tes coéquipiers se détériore visuellement, tu n'arrives plus à porter ton équipe comme avant et tu le sais, je serai toujours le premier à croire que c'est surtout les autres qui en sont responsables. Alors évidemment tu te fais vieux, et déjà qu'en voyant ta fin avec Manchester United, j'ai remis en question ta façon de faire. Mais je voyais la sélection comme une rédemption pour toi. Cette Coupe du Monde comme ton dernier grand défi. Une dernière façon de marquer cette histoire du foot dont tu es un membre éminent. Et pareil, une impression particulière. Toi, ce leader que je respectais, tu essaies de gratter un but à un coéquipier, alors que tous les analystes du monde confirment que tu ne l'as pas touché. Le Portugal déjà qualifié, tu joues tout de même le troisième match de poule. Fernando Santos te sort, et pareil, tu trouves le moyen de t'embrouiller avec lui, et te voilà une nouvelle fois sur le banc pendant ton dernier challenge. Alors j'ai envie de croire que l'histoire reprendra le cours que j'espère, que tu seras titulaire pour ce quart de finale aujourd'hui, que tu répondras une fois de plus sur le terrain par un bon vieux triplé dont tu as le secret. En tout cas aujourd'hui, je continuerai à croire en ta rédemption. Forza Portugal, mais uniquement aujourd'hui parce qu'après, c'est la France. Bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle quotidienne, j'espère que vous allez pour le mieux pour cette belle journée de sport, car oui, on est parti pour se régaler aujourd'hui vu les affiches. Moi globalement, je compte m'installer dans mon bar de quartier à partir de 16h, un petit big up au matin au passage, afin d'en profiter pleinement qu'on se le dise. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux monstres de ce jeu, mais surtout de deux connaisseurs quand il s'agit de parler du crunch. On va commencer par le plus aguerri des deux. Quand on lui parle de France-Angleterre, il pense directement à la guerre de 100 ans. Comment tu vas aujourd'hui, Alex ? Écoute, je suis hyper. Faut que je redescende en fait. Non, mais pour raconter à tout le monde, on sort d'un Pays-Bas-Argentine qui était exceptionnel, le genre de match qui va rentrer dans l'histoire. Ça fait 20 minutes que j'attends qu'on enregistre et que je me passe en boucle les chants argentins. Et j'ai qu'une envie, c'est que cette Coupe du Monde de ouf continue, donc tout va très bien. Ouais, bah écoute, juste, on va quand même revenir sur le crunch parce que je t'ai présenté comme un spécialiste de ce domaine. Je vais faire un petit test avec toi pour débuter comme ça là. Est-ce que tu peux me dire à quelle date a eu lieu le premier, enfin en quelle année a eu lieu le premier France-Angleterre en football, hein? Bah écoute, ta question tombe à pic parce que figure-toi que j'ai participé à l'organisation de ce match. Je me Incroyable. rappelle très bien, c'était en 1906. Il y Ah, a plusieurs écoles, hein. Vous verrez en vérifiant sur Internet, on parle de 1923, mais je vous garantis que j'étais là en 1906. Une très belle victoire 15-0 de l'équipe d'Angleterre. Faut dire qu'à l'époque, la France n'existait pas sur le plan footballistique, donc on espère que ce quart de finale entre la France et l'Angleterre donnera un autre résultat. bon, voilà, maintenant je crois que vous avez la preuve qu'on ne vous ment pas et qu'on vous dit qu'il a vraiment tout vécu, hein. Ça, y a rien à dire. Donc là, je viens de vous présenter le Tunisien qui est supporter de l'Argentine. On va passer à Tom Abadi désormais, le supporter du monde. Il est appelé de façon régulière par France Bleu en tant que spécialiste Angleterre. Mais donc, je crois qu'on a compris qu'au fil de la compétition, il pouvait être appelé spécialiste de nombreuses nations. Comment tu vas aujourd'hui, mon cher Tom ? Et bah, contrairement à Diego, l'autre côté de la salle, moi ça va un peu moins bien, hein, mes petits oranges néerlandais.
ont été vaillants, mais je le répéterai toujours, c'est que je préfère sortir au tir au but que sans avoir montré quoi que ce soit à 2-0. Donc, vive les grands, vive les Néerlandais et vive Bart Verkhorst. C'était dur à dire. Hein. Ah bah, Je j'ai crois eu qu'il plus est de à mal l'aise avec avec la tous les chronique accents. hier. Ça, c'est sûr. Tu m'étonnes. Rapidement, vous pouvez peut-être revenir sur le match d'avant, là, le petit Brésil-Croatie, là, qui a quand même donné un scénario assez intéressant, des Croates vaillants. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Bah, en vrai, c'est le début de la journée de folie, quoi. C'est ce match. Enfin, je suis curieux de savoir qui avait prédit une victoire de la Croatie. Après, Tite se fait têche. Je vois que tu jubiles, Bilal. T'avais misé sur la victoire de la Croatie? Ah, sur mon petit prono, mais ça n'a aucun rapport. Hein. Donc en Voilà. vrai, la réalité, c'est que je m'y attendais pas du tout, clairement. Et t'as pas gagné d'argent. Donc En ça plus. n'a pas de valeur. En tout cas, il y a une boucle qui se termine avec le sélectionneur brésilien que perso, on en parlait hors antenne, mais où j'ai jamais vraiment accroché, où j'ai jamais vraiment compris où il voulait arriver. Là, il fait des changements classiques avec la rentrée d'Anthony, la rentrée de Rodrigo qui rate le péno. Ouais, En fait, grosse entrée d'Anthony, quand même. ouais, Anthony fait des trucs, mais déjà la titularisation de Rafinha, enfin, on va pas passer des plombes, c'est pas le but de l'émission, mais on a tous été ultra enthousiastes sur ce Brésil, notamment après la première mi-temps contre la Corée, et finalement, c'est une équipe qui sort presque dans l'anonymat. C'est la dernière Coupe du Monde de Thiago Silva alors qu'on s'attend à mieux. Quid de l'avenir de Neymar qui a l'air dépité et qui en fait est à deux doigts de plus jouer au foot, ce qui est assez réjouissant quand on sait que en fait le mec se met à jouer au foot parce qu'il y a une Coupe du Monde et que il a aucune attache vis-à-vis de son club. C'est une équipe bizarre, c'est un coach qui s'en va sans avoir marqué son temps et bon. Ok. Bon, et aussi, il faut dire quand même que la Croatie ressemble quand même pas mal à ce petit poil à gratter qui va déranger pas mal d'équipes. Hein. Moi, perso, voilà, je pense que n'importe qui aura du mal à les battre, vu mentalement comment ils sont armés. Hein. Bah, surtout même Enfin bref, avec le gardien, hein, notamment. Livakovic, c'est quand même probablement le gardien du tournoi. Et il faut vraiment pas aller jusqu'au tir au but avec la Croatie parce que franchement, ça va être très très dur de les battre. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, allez, on va commencer tranquillement nos fameuses chroniques. La plus fameuse d'entre elles, si j'ose le dire, le sens du détail de notre ami Thibaut Leplat. Alex, tu es parti parler avec lui de la tactique avec un grand T. Bon, par contre, faites attention, messieurs, dames. Hein. Je crois qu'Alex était en direct de ses toilettes, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas de savourer cet échange. Salut Thibaut, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. On continue ta superbe chronique Le sens du détail et aujourd'hui tu voulais t'intéresser à la tactique. Ouais, un jour qu'il était de mauvaise humeur contre tous les journalistes et les consultants, Juan Malio, mentor et ami de Pep Guardiola, traita tous ces importuns de prophètes du passé. C'est vrai, ça, qui étaient tous ces gens qui commentaient le football à grands coups de numéro de téléphone 1-4-4-2 ou 1-4-3-3 ou 1-4-2-3-1. Des prophètes du passé, c'est-à-dire qu'ils parlaient comme ceux qui vous annoncent fièrement la météo d'hier, les actualités de la semaine dernière, qui vous prédisent ce que vous avez déjà terminé de faire. En gros, le prophète du passé n'est pas un imposteur, mais sa valeur heuristique, sa capacité de découverte, est proche de zéro. Alors c'est méchant, mais est-ce que c'est faux? Car c'est un peu la sensation que produit l'omniprésence de la tactique dans nos retransmissions, nos journaux, nos blogs, etc., etc. Les maîtres tacticiens nous avaient annoncé une Suisse coriace, par exemple. Elle s'est avérée inoffensive contre le Portugal. Ils nous avaient promis une France affaiblie par ses absences et ses blessés. Elle joue mieux qu'en 2018 et Adrien Rabiot est devenu leur joueur préféré. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans le discours tactique. Est-ce que en fait, tout simplement, les schémas décrits existent vraiment? Posez-vous la question, qui a déjà vu un losange sur un terrain de football? Quand, à part au coup d'envoi, donc quand le ballon ne bouge pas, a-t-on jamais vu un 4-2-3-1? Et un piston, en fait, ça sert à quoi? On parle de mécanique ou on parle de football? Et oui, on désigne, on évalue, on hiérarchise à partir de schémas, d'idées, d'arrière-monde, presque de catégories métaphysiques qui n'apparaissent jamais dans la réalité. Ça marche pour faire des conférences ou des discours a posteriori, mais question idiote, si la tactique est si clairvoyante pour nous expliquer le passé, pourquoi ne permet-elle jamais de prédire l'avenir? Si tout est logique, cohérent, causal, comme elle semble prétendre, pourquoi ce n'est valable qu'en marche arrière? Attention, je ne dis pas que ça sert à rien, évidemment que c'est intéressant, je dis juste qu'il ne faut pas se tromper sur l'objet du discours tactique.
Il est à mon sens l'exagération d'une vieille obsession, l'obsession du maintien de l'ordre. Car revenons à l'étymologie. Tactique vient de tactiquer en grec qui veut dire ranger. La tactique, c'est l'idée d'un ordre dans l'action, mais aussi et surtout d'un ordre rétrospectif qui se constitue après la bataille. Donc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai qu'on a tous besoin de se rassurer face à l'incertitude du foot. Pourtant, on peut difficilement parler de football sans parler de système de jeu ou de mise en place tactique quand même. C'est là où est tout le paradoxe à mon avis, c'est est-ce qu'on peut parler de jeu sans parler de tactique? C'est tout le cœur de nos discussions depuis le début de cette compétition. De quoi allons-nous parler si on ne parle plus du positionnement de Mbappé, du rôle de Rabiot ou du rôle de Richarlison en phase défensive? La tactique, c'est la conversation. Et la conversation, c'est le football. Mais alors, posez-vous une bonne question. Qu'est-ce qu'on attend dans un match? Le prévu ou l'imprévu? On attend la surprise, ce qui aurait dû avoir lieu mais n'a pas eu lieu, ce qui n'aurait pas dû mais pourtant est advenu. C'est celle de la dramaturgie du football. Qui aurait pu imaginer que Ramos allait marquer un triplé le jour où il remplaçait l'idole Ronaldo dans le 11 portugais? Personne ne l'avait prévu. Et pourtant, c'est ça le football. Alors, à quoi sert le discours tactique? À se rassurer, à soulager la peur d'être perdu face au chaos. Si la tactique est utile, c'est d'abord comme un antidépresseur face à l'incapacité qu'on a à prévoir l'imprévisible. Alors, oui, la tactique, c'est rassurant, ça explique bien, ça simplifie, mais est-ce que c'est vrai? Peu importe, en fait. Ouais, faut avouer qu'on a tous un peu notre avis sur un match. La tactique, c'est donc surtout une excuse pour continuer à parler de foot, en fait. Et le détail dans tout ça? Le détail, c'est une confession, peut-être. Elle m'a été inspirée des performances de Kylian Mbappé, mais aussi du Brésil de Neymar, du Portugal de Bernardo Silva. J'ai lu beaucoup de bouquins de tactique, j'en ai même écrit quelques-uns, et pourtant, un mystère demeure. Comment se fait-il que pendant un match, rien ne se passe jamais comme prévu? C'est fou quand même cette histoire. Alors, je propose une hypothèse, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être parce que rien n'est jamais aussi imprévisible que le talent. La tactique ne pourra jamais rien faire contre un héros renversant l'ordre établi, contre l'intelligence en mouvement, en somme, contre la liberté. Évidemment, ce n'est pas incompatible avec le discours tactique, mais attention à ne pas substituer l'un à l'autre. Au prix du désir de maintenir l'ordre, on risque de perdre la profondeur poétique de ce jeu. Sur ce point, j'ai envie de citer Menotti. L'entraîneur argentin a inventé une formule que je crois féconde pour comprendre le rôle de la tactique. Elle est un bon point de départ et en aucun cas un point d'arrivée. Pour le dire, il emprunte une formule à Guillaume Apollinaire, le football, c'est l'ordre et l'aventure. Bon, merci encore et toujours à Thibaut Leplat pour sa chronique qui nous régale tous les jours. Je pense qu'on va passer dès maintenant à notre cher Alex qui va nous parler de l'union des Arabes autour du Maroc. Juste Alex, j'espère que tu as changé de lieu quand même pour nous en parler cette fois. Ouais, j'ai changé de lieu, mais il faut savoir que quand tu as la chance de poser des questions à Thibaut Leplat et que en fait tu sais que t'es pas dans la bonne salle pour poser les questions, tu le fais quand même parce que échanger avec ce gars, c'est quand même un moment qui est assez incroyable. Cool. Bah vas-y, je te laisse nous présenter cette petite chronique. Bah écoute Bilal, je voulais parler de la folie qui entoure cette équipe du Maroc et de l'euphorie qu'elle suscite dans la région. Parce qu'on a beaucoup critiqué cette Coupe du Monde pour des raisons qui sont assez évidentes, mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas remettre en question, c'est la passion pour le foot qu'il y a dans cette partie du monde. Romain Molina, il nous en a parlé dans une chronique et je vous invite à réécouter toute la quotidienne pour trouver le moment où il parle de ça. Mais peut-être que l'Arabie Saoudite aurait été un meilleur représentant pour accueillir la Coupe du Monde vu la structure de leur championnat et le nombre de supporters de foot qu'ils ont. Toujours est-il que depuis l'élimination de l'Espagne par le Maroc, il y a un soulèvement populaire qui est né et qui est incontestable. On peut citer l'article du Monde qui est sorti cette semaine et qui raconte la folie qui se passe dans les bars de Doha et dans les rues où Qataris, Égyptiens, Jordaniens et Irakiens se retrouvent pour encourager le Maroc et crier leur fierté à la fin du match épique qui les a opposés à l'Espagne. Et c'est finalement une belle leçon, peut-être une leçon un peu naïve, que de voir tous ces pays qui sont un peu brouillés sur la scène internationale se retrouver derrière une équipe, la même équipe, et contredire le fameux proverbe arabe disant « Les Arabes sont tombés d'accord pour ne jamais être d'accord ». On peut citer par exemple un témoignage de Abdullah dans cet article du Monde, un ingénieur saoudien présent au Qatar, qui explique que même si le Maroc est un pays africain et que lui est en Asie, ils ont en commun la langue et l'islam. Et comme tous les pays arabes, les Marocains soutiennent la Palestine. Vous inquiétez pas les gars, je vais pas rentrer dans un sujet qui me dépasse,
mais c'est quand même assez symbolique de voir cette union arabe s'exprimer avec autant de force et d'engouement en comparaison avec ce que nous on voit, en comparaison avec le chambrage européen, aux supporters français, allemands, ravis de voir l'Espagne se faire sortir, aux supporters argentins qui chantaient après l'élimination du Brésil. Est-ce que pour autant cette union va durer ? C'est pas sûr du tout. On se rappelle très bien de la France Black Blamber des années 98, une illusion sur laquelle on surfait les politiques pour vendre une image fausse de la société. Le temps des rêves ne dure peut-être que 90 minutes. Peut-être qu'une fois le Maroc éliminé, et c'est ce qui risque d'arriver après le Portugal, on va pas se mentir, tout le monde rentrera chez soi et reprendra une forme d'individualisme. Mais à l'heure où l'Algérie et le Cameroun sont au bord de l'incident diplomatique à cause d'un match de foot, c'est quand même bon de savourer cette passion et de laisser rêver les gens, non ? Bon bah écoute, Alex, merci beaucoup. Très, très belle chronique, super intéressant. Bon après moi je t'avoue que je me reconnais pas forcément dans ce que tu viens de me dire, mais je pense que c'est sûrement ma moitié de sang portugais qui parle, hein. On va désormais rentrer dans le vif du sujet et aborder le match que tout le monde attend, El Famoso Crunch. Alors Tom, tu nous as préparé une petite chronique sur la formation anglaise, c'est ça? Bah, effectivement, il y a plein de choses qu'on aurait pu parler pendant cette chronique. On aurait pu parler de la rivalité et de l'amitié entre les deux pays, entre la Reine et Mitterrand. Mais moi, j'ai choisi plutôt la formation et de parler de ces jeunes joueurs anglais. Donc, les générations dorées de l'Angleterre, on les connaît, hein, les Owen, Gerrard, Lampard, Terry, Rooney. Cette belle génération qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 2006. Dysfonctionnement de vestiaire, des entraîneurs qui sont un peu à côté de la plaque, les scandales à répétition avec la presse, c'est finalement pas étonnant de les voir répéter les échecs. Après la défaite 4-1 contre l'Allemagne en Afrique du Sud lors du Mondial 2010, la FA, la Football League et la Premier League s'unissent pour révolutionner la formation des jeunes afin de enfin avoir une sélection cohérente. Je remercie Memo Navarro, un scout et journaliste qui a créé un très très bon thread en espagnol sur le sujet et je vais pouvoir l'utiliser pleinement ce sujet-là. Il nous explique cette révolution qui a été effectuée à partir de 2011, qui s'appelle l'Elite Development Plan. L'objectif est clair, reformuler l'approche à la formation pour renforcer non seulement la sélection, mais présenter les meilleurs jeunes anglais en Premier League, alors que le championnat voit l'avènement de plus en plus de joueurs étrangers. Alors, c'est pas pour prôner le Brexit, hein, loin de là, c'est vraiment juste pour dire il faut plus d'anglais. En point d'orgue, la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2024, donc un objectif à long terme. Sur les 10 années d'existence du programme, près de 2 milliards de pounds ont été investis. L'un des hommes clés de ce projet, c'est Gareth Southgate. Quelque peu décrié pour son manque de style de jeu et un manque de caractère à la tête de la sélection des A. Southgate a un parcours particulièrement lié à la fédération. D'abord chargé de développement, il devient le sélectionneur des espoirs entre 2013 et 2016. Il entraîne notamment Jordan Henderson, John Stones, Harry Kane, Jesse Lingard, Ward-Prowse, Ruben Loftus-Cheek, Pickford, Grealish et Marcus Rashford, parmi tant d'autres, notamment Wilfried Zaha, qui ne joue évidemment plus pour l'Angleterre. Dans quelques années, on se rendra compte de l'impact qu'a eu cet homme dans l'histoire de la sélection des Three Lions, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit l'importance qu'il donne à la jeunesse, donnant très rapidement des sélections à des Rashford ou des Mount, malgré leur jeune âge. Concernant la formation, les instances en charge du Elite Development Plan évaluent chaque année les clubs sur 4 des 4 premières divisions anglaises et les regroupent dans 4 catégories, selon des critères les suivants: installation, recrutement et productivité des jeunes. À les analyses de chaque année, les clubs sont toutes partagés parmi des catégories, et la division 1 de ces catégories récupère de plus en plus d'investissements et de soutien de la FA de par leur investissement pour la jeunesse. C'est donc leur intérêt d'investir dans ces jeunes et d'investir dans les infrastructures pour être encore plus soutenus, un cercle vertueux évidemment. On voit de nouvelles formes de coaching et un focus sur la technicité des joueurs, avec des équipes qui apprennent à garder la possession au maximum et des entraînements au jeu au pied pour les gardiens. C'est particulièrement visible chez Pickford par exemple. Les entraîneurs ont également plus de coaching et des investissements ont été faits pour accueillir toujours plus de coachs spécialisés, avec des salaires toujours plus compétitifs. Les améliorations sont particulièrement visibles au fil des années, avec la création de tournois entre les sélections de U18 à U21 des clubs en catégorie 1. Ils ont pu envoyer leurs meilleures oppositions quand ils jouent en Youth League, un tournoi qui a toujours beaucoup réussi à Chelsea notamment. Aujourd'hui, 12 des 26 convoqués des Three Lions sont issus de ce programme: Foden, Rice, Bellingham, Gallagher, mais également 19 autres joueurs à travers le tournoi, notamment Jamal Musiala. 102 joueurs du programme sont encore éligibles pour l'Angleterre et jouent dans les 5 plus grands championnats en Europe. Et plus de 700 joueurs ont eu un contrat pro depuis 2012. L'Angleterre devient la première nation mondiale avec des joueurs U21. C'est même U21 qui ont doublé leur nombre de minutes en Première Ligue sur la période.
La sélection dans tout ça, ça donne quoi? Les équipes de jeunes enchaînent les victoires lors des tournois U17, U19 et U20. Et la sélection A progressé énormément, atteignant leur première demi-finale au XXIe siècle en Russie et la première finale d'Euro de leur histoire l'année dernière. C'est une équipe jeune, vivante et pleine de caractère, mais également d'humilité, qui fait plaisir à voir après toutes ces stars qu'on a eues au début des années 2000. Ont-ils le niveau pour être champion du monde? Ça, c'est un autre débat. Mais lorsqu'on voit la place forte qu'ont ces jeunes joueurs dans la plus grande club européen, on se dit que cette année, c'est peut-être la bonne. La FA et les instances anglaises sont critiquables sur plein de choses, tout comme Southgate, évidemment. Mais nul doute que l'Angleterre écrit actuellement l'une des plus belles pages de son histoire, et cela pourrait continuer encore quelques jours, en cas de victoire contre ces jeunes Français, ce soir. Bon, bah, merci Tom, hein. Très, très belle chronique, sur les jeunes Anglais du coup. De ce que je comprends, l'avenir s'annonce radieux. C'est limite, les prochaines compétitions majeures où les Anglais seront, encore plus dangereux, c'est ça? Bah, faut se dire qu'il y a une progression nette, hein, de demi-finale en 2018, la finale en 2021. On se dit qu'au moins la demi-finale cette année, ou même la finale ou une victoire même cette année, ce serait une vraie progression. Mais c'est sûr qu'il y a un cœur de l'effectif qui est quand même relativement jeune. Les cadres ont plutôt début de la trentaine, tu vois, les Kane, les Pickford, etc. Donc il n'y a pas vraiment de très vieux à part peut-être Anderson dans ce groupe-là. Donc il faudra faire attention aux Anglais dans les années qui viennent. Et évidemment, il y en a plein d'autres qui arrivent ensuite. Le programme ne s'est pas arrêté et l'investissement continue. Alors moi, j'ai 2 choses à dire. Déjà de qu'il faut pas oublier que c'est Southgate le coach et que Ah, mais je dis pas qu'ils vont gagner forcément, mais je dis juste que le contingent et les joueurs qui sont là, en tout cas, ça peut représenter quelque chose de sympa. Mais Tom, il y a une chose qui te dépasse parce que tu es un homme qui est très lucide et modeste. Et là, je viens de voir la une du tabloïd du Suns demain Oh qui, oui. est, qui représente Kyle Walker avec une couronne et qui dit Goodbye les Gaulois. Bah, le Sun, c'est aussi invité à Paris. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Oui, ils ont des devant panneaux la Tour Eiffel, ouais. publicitaires partout autour de la Tour Eiffel pour dire que c'est pas It's Coming Home, c'est ils ramènent ou c'est le nôtre, où ils ont très très mal traduit en plus, donc ils se sont complètement loupés. Donc le karma peut arriver dans les deux sens. Hein. On a vu la une de Libé, on peut avoir des trucs très sympas aussi. Hein. Ouais, moi je pense que c'est jamais une bonne idée en tout cas de provoquer un homme comme Kylian Mbappé. Je pense qu'on verra ça demain sur le terrain. Mais d'ailleurs du coup, vos avis un petit peu messieurs sur ce match, qu'est-ce que vous sentez? Moi je vous avoue que personnellement, j'ai un peu peur. Ouais, moi, je Je suis. trouve que c'est le premier match, voilà, c'est le vrai premier adversaire. Il y a une rivalité, il y a tout ce qu'on veut en fait. Ça va être serré comme jamais j'imagine. Mais vous, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Alex, t'en penses quoi toi? Je suis complètement d'accord avec toi, je suis pas serein du tout. Je pense que si on prend l'effectif ligne par ligne et qu'on rajoute le banc, il y a Surtout ça, ouais. beaucoup de déficits côté français. Après, je vais pas vous mentir, hein, je me suis complètement planté sur l'analyse de cette équipe de France dans la Coupe du Monde. Je pensais pas que Griezmann allait se transformer en Kevin De Bruyne 2.0 avec un travail défensif monstrueux et une capacité de relance énorme. Je pensais pas que Rabiot serait à ce niveau-là non plus. Je pense que Tchouaméni, demain, enfin en tout cas cet après-midi, il faut qu'il soit monstrueux, que Mbappé réponde à toutes les attentes. Le seul truc qui me rassure, qui est peut-être un peu déraisonné, c'est que Kyle Walker a parlé, les tabloïds anglais ont parlé, Mbappé on l'a pas entendu sur ce match. Je me dis peut-être que, mais en vrai, tu me demandes demain de miser de l'argent, je joue sur l'Angleterre. Ah oui, carrément. Waouh, c'est ouvert au moins, ça c'est sûr. Personnellement, j'ai pas décidé encore qui je supportais. Après, t'as quand même dit à France Bleu que ton pronostic c'était l'Angleterre. Hein. Tu ne crois pas Non, qu'on mais t'a alors, pas il y a une écouté. Hein. différence entre qui je supporte et qui je pense va passer. Parce que demain, je serai dans un bar avec Alex, je vais peut-être pas me lever pour God Save the Queen. Ou The King, du coup. Je te protégerai, Tom, je te protégerai, Ok. t'inquiète. J'espère que ce sera pas trop violent hein, autour. Hein. Sinon, je ramène ma. Après, je fais 1m70 et je pèse 30 kilos, hein, bah donc voilà. je te protégerai dans la mesure du J'aurai possible. ma veste Stone Island pour faire mon meilleure impression de hooligan. Non, franchement, je pense que de toute façon, c'est équilibré. Il y a des forces de chaque côté dans toutes les lignes. Je pense que fondamentalement, les deux faiblesses des deux nations, c'est les latéraux. Je dis pas que Shaw et Walker sont des pitres, mais quand tu vois les ailiers qui est en face, tu te dis que c'est là où ça va se jouer. Donc j'espère un match ouvert.
pas comme la première heure de jeu de l'Argentine, par exemple, où les deux équipes vont vraiment se donner coup pour coup, et puis au final, on aura un beau vainqueur. Et je pense que de toute façon, c'est la finale avant l'heure. Le gagnant de ce match-là, le vainqueur de ce match-là, peut franchement, au-delà de prétendre, va probablement gagner la Coupe du Monde derrière. Donc, c'est vraiment à suivre. Et pour toutes les autres nations qui ont encore à affronter, bah, c'est vraiment le match à suivre, quoi. Tout bénef pour le Portugal, Bilal. Ouais, tout bénef. Après, je sais pas ce que tu récupères en demi si tu y vas déjà, parce que qu'on Ah se oui, le c'est pas dise, gagné contre le le Maroc, Maroc, voilà, le Maroc a un tableau de Non, chasse sur cette non. Coupe du Monde assez conséquent. Ouais, mais Donc, on n'en a pas parlé, mais franchement, le Portugal, je pense que c'est l'équipe la plus sous-cotée du mondial, quoi. je pense aussi. Moi, je te Je- dis, Enfin, franchement, les gars, Joao Félix, quoi. Ouais. ah, mais Genre, ça, c'est Bruno enfin, football en Fernandes. personne. Bruno Fernandes. Non, laisse-moi le portugais, c'est pour mon intro, c'est d'accord? T'as assez d'accent comme ça, mon frère. Bref, bon, en tout cas, oui, j'espère évidemment cette petite demi-finale France-Portugal, mais on verra ça la semaine prochaine. Je pense qu'on a fait le tour du sujet maintenant. Messieurs, je vous remercie pour vos petites chroniques. Merci à tous de continuer à nous écouter, ça nous régale de jour en jour. On se retrouve mardi pour notre quotidienne, pour notre première quotidienne sur les demi-finales.